Les amis, bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour agir. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une très belle interview. Le Figaro Magazine, Europe 1, CNews, presse écrite, presse audiovisuelle, presse télévisuelle. Mon invité aujourd'hui est un incontournable du monde médiatique et journalistique. Il est entré dans vos salons il y a très longtemps. Sa voix singulière, sa silhouette familière, son humanité bienveillante font de lui une personne qui marque les esprits et les cœurs. Passionné du monde et par le monde, homme de lettres et de culture, il en a fait sa spécialité. Intervieweur aguerri jusqu'à recevoir le premier prix Philippe Caloni, prix attribué à un journaliste ayant fait preuve de talent et d'éclectisme, en particulier dans l'exercice de l'interview ou de l'entretien. Vous l'aurez compris, mon invité aujourd'hui est une grande figure médiatique que vous écoutez et que vous pouvez voir tous les samedis et dimanches soirs sur CNews de 22h à minuit dans son émission Les Visiteurs du Soir. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du très grand journaliste Frédéric Tadei. Frédéric Tadei, bonjour, bonjour. Bonjour, que de compliments. Soyez le bienvenu. Et merci de me recevoir. Je voudrais tout d'abord commencer par une citation de Chateaubriand, qui se définissait de la manière suivante, écrivain qu'il était: « Je me suis retrouvé entre deux siècles, comme au confluent de deux fleuves. J'ai plongé dans les eaux troublées, m'éloignant à regret du vieux rivage où je suis né, nageant avec expérience vers une rive inconnue. » Et vous, Frédéric Tadei? Oui, c'est pas mal. J'ai toujours pensé que de toute façon c'est le drame de tous les êtres humains, en tout cas depuis au moins le XXe siècle, où les choses vont de plus en plus vite, c'est qu'on vieillit dans un monde qui ne ressemble plus à celui dans lequel on a grandi. Et alors parfois, il y en a que ça dégoûte, ils n'ont pas envie d'aller plus loin, et puis il y en a d'autres au contraire qui trouvent que toutes les époques sont passionnantes, et c'est mon cas, et qui nagent d'expérience vers un rivage inconnu. Ouais, je me reconnais assez bien là-dedans. Vous êtes angoissé en parlant de l'avenir, vous êtes angoissé de l'avenir? Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Je n'ai aucune nostalgie, jamais. Ça n'existe pas chez moi. Enfin oui, je peux avoir de la nostalgie d'un parfum, d'une odeur comme tout le monde. Mais ce côté c'était mieux avant, y compris dans ma vie personnelle, n'existe pas. J'ai jamais trouvé que ma vie avant était mieux. Je me sens même une obligation qu'elle soit de mieux en mieux, ce qui est bien difficile. Vous êtes un optimiste? Ouais, c'est ce qu'il y a de pire, d'être optimiste. Il n'y a que les optimistes qui se suicident. Avant d'approfondir la réflexion et de rentrer dans le vif du sujet, quelle est selon vous, non pas comme les autres voient, mais votre plus belle qualité? Je sais pas. Je suis indulgent. Vous êtes indulgent, d'accord. C'est une très belle qualité. Vous êtes connu, Frédéric Tadei, pour être un intervieweur et vous aviez, comme je l'ai dit en présentation, vous avez reçu le prix Caloni. Quelle est la différence entre une interview et un entretien? J'ai posé la même question aux organisateurs du prix Philippe Caloni. Ils me disent, c'est quoi cet intitulé? Et comme après j'ai intégré le prix, puisque j'ai été le premier à recevoir ce prix, qui est devenu très prestigieux, puisque beaucoup de... après, Jean-Jacques Bourdin, Thierry Ardisson, Anne-Sophie Lapix, Léa Salamé, l'ont reçu à leur tour. Et ensuite, c'est devenu le prix de l'intervieweur de l'année, du meilleur intervieweur de l'année, ce qui était plus simple. Là, c'était vraiment tarabiscoté comme intitulé. En fait, l'interview, c'est une forme de journalisme très particulière qu'on n'apprend pas. Tout le monde se croit capable d'interviewer, c'est faux. Il y a très peu de bons et encore moins de grands intervieweurs. Les grands intervieweurs, c'est ceux qui vraiment laissent une trace. Alors on les oublie, comme les autres. Il faut être modeste quand on est intervieweur. C'est une position modeste. Mais il faut être ambitieux ou prétentieux, plus exactement aussi, parce que il faut aussi, enfin en tout cas pour moi, il faut aussi être l'égal de celui qu'on interviewe. Il y a des intervieweurs qui sont de bons intervieweurs et qui se mettent en dessous.
Moi, je pense qu'il faut être modeste parce qu'il faut s'intéresser à l'autre et pas à soi, mais il faut quand même qu'il vous prenne au sérieux, qu'il vous sente comme son égal. Moi, c'est dans ma façon d'être. Mais c'est ça qui est intéressant dans l'interview, c'est que tout le monde le fait différemment. Prenez les gens que j'ai cités. Enfin, Thierry Ardisson, pour moi, est un grand intervieweur. Et on ne s'y prend pas du tout de la même manière, lui et moi. Voilà, c'est comme ça. On est intervieweur avec ce qu'on est profondément. Vous pouvez être acteur et jouer des personnages qui sont à l'inverse de ce que vous êtes, y compris même à la télévision. Les animateurs de télévision ont plus de mal à tricher que les acteurs. Il y a toujours quelque chose qui vous trahit. Mais un intervieweur, c'est vraiment fait avec la façon dont vous réfléchissez, la façon dont vous percevez les choses. C'est très, très intime, je trouve. D'accord. Et alors, vous êtes un grand journaliste, Frédéric Lally. Quelle définition donnez-vous du journalisme ? C'est quelque chose qui m'est relativement étranger. J'ai du mal à me définir comme journaliste. Je préfère dire animateur parce que c'est un peu trivial, animateur, vous voyez. Et c'est un sale métier qu'il faut essayer de faire proprement, avec panache. Journaliste, tout le monde est journaliste. J'essaie d'avoir une déontologie journalistique, mais qui est la mienne, qui n'est pas celle des autres. Donc j'ai toujours à l'esprit quelque chose du journaliste, mais sans l'être vraiment, dans le sens où pour moi un journaliste c'est un enquêteur. C'est quelqu'un qui va sur le terrain, qui ramène sa vérité, la vérité si possible. Moi je suis à la limite un éditorialiste, j'ai écrit beaucoup d'articles, mais pas des articles profondément journalistiques. Mais quand j'anime un débat, et ce que j'ai fait le plus souvent depuis ces 15 dernières années, là je suis journaliste, c'est vrai. Et je me veux journaliste, je veux être plus journaliste que les journalistes. Oui. Et parce que c'est dans l'exercice du débat, c'est important, on traite d'actualité, donc j'ai une déontologie à ce moment-là très précise, très rigoureuse, qui encore une fois n'est que la mienne. Je n'oblige pas les autres à la respecter, mais j'y tiens. Alors, dans votre réponse, il est intéressant, vous êtes repris à l'instant, puisque vous avez dit que le journaliste est celui qui fait son enquête, un enquêteur, qui va chercher sa vérité. Vous êtes repris la vérité. La vérité, si possible. Et alors, qu'est-ce que la vérité ? C'est justement parce que j'ai du mal avec ça que je ne suis pas journaliste. Et vous voyez, j'ai beaucoup écrit pour un magazine qui s'appelait Actuel, qui était très célèbre à l'époque, un magazine très branché. J'étais parti au Cambodge, en 92, dans un Cambodge qui ressemblait encore beaucoup au Far West. C'était avant les élections. Et quand je suis revenu de mon reportage, après avoir interviewé beaucoup de gens, rencontré beaucoup de gens au Cambodge, etc., j'ai écrit un article, et au moment où j'écrivais mon article, je me suis aperçu que c'était exactement l'article que j'aurais écrit avant de partir. Mais en dépit du fait que j'étais allé là-bas et que j'avais rencontré beaucoup de gens, que j'avais discuté, etc., j'écrivais l'article que j'avais en tête avant de partir. Donc j'ai refusé qu'on publie l'article, et à partir de ce jour-là, j'ai refusé de partir en reportage. Enfin, en reportage journalistique. Oui. Pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un qui va chercher la vérité, qui ramène souvent sa vérité. Mais je suis d'accord que la vérité, c'est dur à trouver. Mais en tout cas, il ne faut pas partir avec des idées préconçues, et au fond, il ne faut pas aller chercher, ou il ne faut pas aller trouver ce qu'on était parti chercher. C'est souvent ce qui doit arriver, j'imagine. En tout cas, moi, ça m'est arrivé et je n'ai pas supporté. Oui. Alors, Jean-Claude Clary affirme, il souligne que le journalisme est un art à n'en pas douter, mais de même que toute chose est vraie, il est rare. En quoi le journalisme est-il un art, et êtes-vous un artiste ? Je ne sais pas si c'est un art, en tout cas il est rare à trouver, ça c'est sûr. On a en France une conception du journalisme qui est un peu particulière. Pour nous, le journalisme, c'est faire du commentaire sur l'actualité, c'est avoir des opinions. Moi, je me suis débarrassé de mes opinions.
Les anglo-saxons sont pas du tout comme ça. Les anglo-saxons, ils enquêtent, ils vérifient, ils revérifient. Eux, c'est une discipline. Nous, c'est un art, effectivement. Eux, c'est une discipline. On pourrait dire presque la même chose de la philosophie. Nous, c'est un art et eux, c'est une discipline. Mais il y a des enquêteurs en France. Il n'y en a pas toujours eu, mais maintenant, il y en a. Et il y a un travail d'enquête qui peut être très sérieux. Et puis, il y a des journalistes qu'on peut trouver passionnants parce qu'ils connaissent très bien leur sujet et que ce sont des analystes ou des commentateurs très intéressants. Voilà. Mais c'est vrai que c'est plus un art qu'une discipline. Et alors, quelles sont les valeurs, selon vous, du journalisme? Je reprends Gilles qui souligne que j'appelle journalisme tout ce qui aura moins de valeur demain qu'aujourd'hui. Oui, il y a ça, c'est aussi ça la modestie. Hein. Moi, j'ai souvent dit que pour moi, être journaliste, c'est en tout cas la déontologie journalistique, c'est d'être capable de penser contre soi-même, de penser contre son camp, de penser contre ses intérêts, contre son milieu, contre sa profession et contre sa famille et son entourage. Voilà, c'est être capable de ça. C'est très difficile. Et aujourd'hui, si vous voulez, le modèle économique de l'information est mort. Ce modèle est né au XIXe siècle, consistait à augmenter les tirages des journaux pour baisser le prix du journal, augmenter les tirages et être payé par la publicité. Ce modèle-là a fonctionné pendant très très longtemps. Il a été un peu renié par la radio puis par la télévision qui a appliqué le même modèle. Aujourd'hui, la publicité ayant fui vers Internet, ce modèle est devenu une catastrophe. Il n'y a plus beaucoup de lecteurs dans la presse, il y a de moins en moins de gens qui regardent la télévision, qui écoutent la radio. Donc le modèle va mourir. Et on ne sait pas par quoi on va le remplacer. On ne sait pas de quoi sera faite l'information demain. Qui va faire l'information demain? Et donc le journalisme a beaucoup souffert ces derniers temps. Il s'est retrouvé en concurrence. Il y a 30 ans, les journalistes français avaient le monopole de l'information. Et puis tout à coup sont arrivées les chaînes étrangères. Alors qu'est-ce qu'ont fait les journalistes? Ils ont regardé, ils ont dit eux c'est de la propagande, nous c'est le vrai journalisme. Puis sont arrivés ensuite les blogs via Internet, les réseaux sociaux. Tout le monde s'est mis à produire de l'information, en tout cas de l'opinion. Et là les journalistes français ont dit oh là là, ça c'est des fake news, complotisme. Malheureusement, c'est pas avec ce genre de choses qu'on arrive à se défendre. Les journalistes sont très déconsidérés en France, à tort et à raison. Et donc ils sont mal en point. C'est une profession dévalorisée, mal payée aujourd'hui, et qui attire plus les meilleurs. Ah oui, mal payée. Oh, ben oui, il y a des journalistes qui gagnent très bien leur vie, notamment à la télévision. Mais enfin, la plupart des journalistes sont des gens mal payés, bien entendu, et qui travaillent énormément parce qu'il y a les rédactions se sont amoindries alors que les contenus ont souvent augmenté du fait d'Internet. Mais il n'y a plus assez de lecteurs. Malheureusement, je parle du journalisme de presse écrite. Hein, mais est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux font vraiment de l'ombre? Non, les réseaux sociaux. Non, les réseaux sociaux ont permis à tout le monde de devenir émetteur. Donc vous émettez des opinions, des commentaires, parfois même de l'information. Et puis voilà. Alors évidemment, cette information n'est pas forcément triée, hiérarchisée, vérifiée comme devrait l'être l'information journalistique. C'est ça. Enfin, est-ce que vous connaissez tant de journalistes que ça qui respectent la déontologie journalistique, c'est-à-dire qui ne se contentent pas de recopier les informations des autres? Pourquoi il y a cette uniformité aujourd'hui dans le journalisme? C'est souvent parce que, ayant peu de moyens et s'auto-surveillant, pour pas qu'on leur dise qu'ils sont des propagandistes ou des complotistes, le journaliste a tendance à copier ce que font les autres et ne pas aller chercher de l'information. On se contente très souvent de commenter l'article de l'AFP. Oui, c'est ça. Mais alors, quelle est la part de liberté que doit s'octroyer un journaliste? C'est chacun. Moi, je vous dis, pour moi, la liberté, c'est de penser contre soi, penser contre son camp, penser contre ses intérêts. Ça, c'est la liberté du journaliste qui devrait être celle du journaliste. Tout le monde n'a pas cette liberté-là.
Et puis, on ne vous demande pas, est-ce que vous appartenez à une rédaction, j'imagine, parce que ça m'est jamais arrivé, en tout cas pas dans une rédaction à la télévision. Vous faites pas ce que vous voulez, vous avez un rédacteur en chef, vous avez un directeur, enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne, et ça ne m'a jamais beaucoup attiré à la télévision, si vous voulez. Mais je pense que c'est un métier difficile, et aujourd'hui, malheureusement, peu valorisé, et qui a tendance un peu à la paranoïa. Alors je voudrais passer à un autre point. Vous êtes un homme de culture, vous êtes un homme de littérature, vous aimez cela. Quelle est la différence que vous faites entre la littérature et le journalisme? Oscar Wilde souligne que la différence entre littérature et journalisme, c'est que le journalisme est illisible et que la littérature n'est pas lue. On reconnaît bien l'humour de Oscar Wilde. Et c'était une autre époque. Le moment où c'est le moment dont je vous parlais, le moment où le modèle économique se met en place, où les journaux à grand tirage, les journaux deviennent des journaux à grand tirage, et où évidemment les écrivains qui avaient le monopole de la chose écrite jusque-là voient très très mal arriver ce qu'ils appellent une sous-culture journalistique. Et ils ont raison si c'est la juger du point de vue de l'écriture. Le journalisme, c'est a priori ce qui ne tiendra pas dans la postérité. Qui a l'idée de lire des articles de journaux brochés, écrits il y a 50 ans? Personne, sauf s'ils ont été écrits par des écrivains. Mais qui aurait l'idée de lire les 400 romans qui étaient parus en 1950? Personne. Il en reste 3. 2, 3. 3 par an, peut-être 4. Et tout le reste, poubelle. C'est ça. Donc qu'est-ce que c'est que la littérature? La littérature, c'est ce qui reste. On sort 400, 500, 600 livres à chaque rentrée littéraire. La littérature, c'est 3 livres peut-être. Mais c'est pas grave. Tout le monde a le droit de tenter sa chance, donc on appelle ça la littérature. Voilà. Et la littérature, à ce moment-là, se différencie du journalisme, que le journalisme est fait pour être lu rapidement et n'a pas le même propos. Le journalisme est censé vous raconter la vérité de l'actualité. L'écrivain vous raconte ce qu'il veut. Oui. Et quelle définition donnez-vous de la culture? Vous êtes un homme de culture. C'est le contraire de l'art. Enfin, c'est pas le contraire. Ça n'est pas l'art. La culture, c'est l'air du temps. C'est tout ce qui nous entoure aujourd'hui, qui sort en librairie, au cinéma, parfois à la télévision, dans les musées, les peintres qui peignent, les sculpteurs qui sculptent, les musiciens qui font de la musique. Ça, c'est la culture. C'est l'air du temps. Et puis, il y a l'art. L'art, c'est ce qui reste. L'art, c'est ce que l'on aimera encore et comprendra encore dans 50 ans, dans 100 ans. Parce que dans 50 ans et dans 100 ans, ce sera toujours aussi beau et toujours aussi vrai. Ce qui est très rare. La plupart des romans de la rentrée ne sont pas beaux et ne sont pas vrais. On n'y croit pas. On n'y croit pas. C'est des caprices de divas collés les uns derrière les autres en croyant qu'on va y croire. Non, on n'y croit pas. Mais Stendhal, oui, il n'y a pas une phrase d'un personnage de Stendhal auquel vous ne croyez pas. Toute réflexion sur un personnage de Stendhal, faite par Stendhal, est vraie. Et c'est toujours vrai. Et c'est toujours beau. Et ce que je viens de dire, c'est vrai pour tout. Et voilà, la culture, parfois c'est très sympa de se remémorer la culture des années 60, vous voyez, ça date, mais ça date en beauté, on aime bien ça. Et parfois, finalement, on se rend compte, bah oui, c'était de l'art, parce que ça reste vraiment, indépendamment de la nostalgie qu'on peut avoir pour une époque qui serait aujourd'hui la nostalgie pour les années 60, qui est assez vivace. Mais voilà. Oui, mais vous faites deux parties, alors à la fois la culture et de l'autre côté l'art. La culture, dans la culture d'aujourd'hui, il y a des choses qui vont rester, et là on aura la preuve que c'était de l'art. Pour l'instant, évidemment, tous ceux qui produisent de la culture sont persuadés d'être des artistes. C'est ça. Ils le sont probablement d'ailleurs, mais c'est pas très important d'être artiste, on est tous artistes. Ce qu'il faut, c'est être un grand artiste. Et les grands artistes, c'est ceux qui produisent de l'art. C'est ceux qui nous donnent
quelque chose qui est à la fois beau et vrai, et qui sera encore beau et encore vrai dans 50 ans, dans 100 ans. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui, aujourd'hui, dégrade la culture, selon vous? Je crois pas que... Si vous voulez, la culture, en tout cas en Occident, n'invente pas grand-chose depuis, on va dire, depuis le début des années 90. Il n'y a plus de grandes ruptures, il n'y a plus de grands mouvements, il n'y a plus de... On se répète, quoi. On se répète. Alors ça peut s'expliquer de plein de manières différentes. La culture mainstream a tout attrapé, donc il n'y a plus d'avant-garde. Les gens ne se risquent plus à innover, à prendre des risques. On a vieilli surtout. On a vieilli. Donc les enfants d'aujourd'hui dansent sur la même musique que leurs parents, parce que leurs parents sont nombreux. Ils ont de l'argent. C'est eux qui décident un peu ce qu'on écoute. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, les Beatles seraient jamais sortis. Ouais. Mais s'ils étaient sortis, ce serait pas marché. Parce que qu'est-ce qui a marché pour les Beatles? C'est le fait qu'il y avait des gamins qui avaient de l'argent de poche et qui pouvaient s'acheter des disques. Et ces gamins étaient très nombreux parce qu'ils étaient nés après la guerre. C'était le baby boom. Voilà, c'est ce qui a donné la pop musique. Aujourd'hui, la techno, c'est tout à fait d'avant-garde encore, parce que les vieux n'en veulent pas. Mais ça a 30 ans. Oui, c'est ça. Et alors, quelle définition, comment expliquez-vous en fait cette expression être cultivé? Sommes-nous tous cultivés? Sans aucun doute. Chacun a ses cultures. Moi, j'ai pas un respect infini des gens qui connaissent, comme moi, les dates de l'histoire de France, le nom des réalisateurs de films, les auteurs des romans. C'est de la culture à 2 balles, ça. La vraie culture, pour moi, c'est de savoir comment on a fabriqué ce fauteuil, c'est de savoir de quelle époque il est, de le reconnaître, de le flairer, de quelqu'un qui connaît tous les alcools qui sont là-bas. Pour moi, c'est quelqu'un de cultivé, qui sait c'est des alcools de quoi, comment ça a été fait. Ça, c'est de la culture qui, moi, m'impressionne. J'ai des amis autour de moi qui n'ont jamais lu un livre. Ils sont d'une culture époustouflante. Je suis comme un enfant devant eux. En revanche, les types qui connaissent les noms de tous les ministres. Oui, c'est pas là. C'est là, voilà. Donc, la vraie culture. Alors après, il y a la culture, celle qui reste quand on a tout oublié. Ça, c'est la culture d'un pays, d'une identité, c'est nos racines, c'est le fait que quand je prends ma tasse, je la prends comme ça. Oui. Si j'étais né ailleurs, je la prendrais comme ça. Voilà, ça c'est la culture. Mais, il n'y a pas de culture sans curiosité finalement. Quel regard avez-vous sur la jeunesse aujourd'hui? Est-elle une jeunesse curieuse? A-t-elle envie de connaître? De savoir. Évidemment, c'est difficile d'avoir un regard sur la jeunesse, mais on l'a eu à toutes les époques, donc continuons. Je trouve que j'ai un fils qui a 23 ans, donc je la vois, la jeunesse. Mais c'est un cas à part, individuel, comme tous les jeunes d'aujourd'hui sont des cas à part. Mais je la trouve, ça m'énerve autant, si vous voulez, ce que je peux lire dans les journaux. Là, j'ai vu les jeunes ne font plus l'amour. Ça m'a fait mourir de rire. Vous voyez, c'est tellement... Comment est-ce qu'on peut oser écrire ça sans se dire je vais être complètement ridicule? Ça me fascine. Ça me fascine. En plus, je pense sincèrement qu'il faut beaucoup plus l'amour que la génération de celui qui a écrit cet article. Mais enfin bon. Évidemment que les jeunes sont aussi curieux, aussi intelligents, aussi cultivés, aussi tout que leurs aînés. Simplement, les critères, les repères ne sont pas les mêmes. C'est ce qui tue tout le monde. À chaque fois qu'on passe 50 ans, on est là et on se dit « Ah là là, je comprends plus rien, les jeunes sont des cons, c'était mieux avant. » Vous voyez, c'est passé, mais ça fait tellement longtemps. Enfin, depuis que les choses changent, parce que autrefois, avant la guerre de 14, on va dire, les choses changeaient pas tout le temps. Alors, vous pouviez rester pendant des générations et des générations dans le même village et avoir l'impression que rien ne bougeait. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, bien que les choses bougent moins qu'elles n'ont bougé à d'autres époques. Mais la preuve, ce que je vous disais, aujourd'hui, les jeunes dansent sur la même musique que leurs parents. Donc, ça change pas tant que ça. Mais bon, Internet, tout ça fait que, évidemment, que les parents ne se reconnaissent plus toujours dans la jeunesse et donc sont capables de penser des tas de conneries. Vous savez, tout ce qu'on a dit sur la techno au début des années 90, c'est ce que disaient donc des gens qui avaient été des fans de rock. C'était exactement les mêmes conneries qu'on avait dit sur le rock 40 ans avant. Les mêmes.
musique d'homosexuels, musique répétitive. Enfin, tout était pareil. Et, les gens se corrigent pas. Très peu. Oui, c'est ça. Ils se remettent peut-être pas assez en question, Voilà. peut-être. Mais heureusement, comme je vous le disais, je suis indulgent. C'est votre plus belle qualité. Frédéric Tadei, l'interview va bientôt s'achever. Quelle est, selon vous, vous êtes un animateur à la radio, à la télévision, quelle est, selon vous, aujourd'hui, la force de la radio et la force de la télévision? La force de la télévision, c'est qu'elle mobilise encore... enfin, ça dépend ce qu'on appelle la télévision. Pour moi, si vous voulez, les gens qui regardent YouTube, ils regardent la télévision. Sauf qu'ils regardent YouTube. Donc ils ne savent pas ce qu'ils regardent, en fait. Parce que sur YouTube, ils vont regarder Il y a tout, France 3, CNN et la vidéo du voisin. Mais ils regardent la télé. Voilà. La radio, on peut dire la même chose. Des podcasts qui sont de la radio aujourd'hui. Donc, la force de la télévision, c'est que c'est de l'image qui bouge. Et la force de la radio, c'est que c'est... J'allais dire, c'est du bruit qui pense. Et donc, j'aime beaucoup les deux. C'est pas la même chose. On ne le fait pas de la même façon. Et les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, on peut dire. Mais la radio, ça crée une complicité avec, à la fois avec ses invités d'ailleurs, et avec l'auditeur. Il y a une espèce de... Vous parlez à l'oreille de quelqu'un, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il ne faut pas lui dire de conneries. C'est insupportable la connerie à la radio pour moi. Pas pour moi, et puis chacun voit de la connerie là où il a envie, hein, bien entendu. Mais là où vous pardonnez plus facilement des conneries à la télé, parce qu'il y a quelque chose qui vous distrait dans l'image, que je n'en pardonne à la radio. Voilà. Et puis la télévision, si c'est bien fait, si c'est intelligent, c'est un formidable outil. Mais si seulement on l'utilisait, je dis pas pour rendre les gens plus intelligents, etc. Oui, bien sûr, c'est toujours mieux. Mais c'est un formidable instrument de divertissement, de tout, la télévision. Vous pouvez tout faire à la télévision, comme la radio d'ailleurs. Mais la télévision, c'est encore plus grand, quoi. Vous pouvez tout faire. Et si les gens avaient un peu de talent, qu'est-ce que ce serait merveilleux, la télé. Moi, je ne regarde jamais, mais ça me manquerait. Mais ça me manquerait. On vous regarde. Il n'y a pas de... Vous parlez de la voix, vous parlez de l'ouïe, c'est ce qui constitue en grande partie l'humain. Et ce sera ma dernière question, Frédéric Tadei. Qu'est-ce qu'un humain pour vous? Pour moi, c'est une qualité d'être humain. Voilà, c'est une qualité. Mais si vous me demandez qu'est-ce que c'est qu'un être humain... Voilà, j'allais vous poser la question, vous m'avez devancé. Un être humain, c'est un être humain. C'est celui qui, dans la grande course qui s'est effectuée depuis des milliers d'années, enfin, je pourrais même dire des millions d'années, enfin, en tout cas depuis 400 000 ans, c'est lui qui a gagné, quoi. Vous voyez, imaginez cette terre où il n'y avait rien de ce qui nous entoure, il n'y avait que de la nature, et une nature assez triste, assez austère d'ailleurs. Hein. Il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait pas tout ça. Enfin si, il y avait déjà des fleurs, j'exagère. Enfin bon, dans cette course, on n'était pas les mieux lotis, et finalement c'est nous qui avons gagné. Voilà, c'est nous qui avons pris le contrôle de cette planète, pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Et donc voilà, on est plutôt réussi. La loi de l'évolution veut qu'on soit les meilleurs représentants de cette espèce qui est la nôtre. La sélection a été dure. Tous ceux qui n'avaient pas les aptitudes ont disparu parce qu'ils n'ont pas pu faire d'enfants ou leurs enfants malheureusement sont morts. Donc nous qui sommes là, on est le produit de ce qu'il y avait de mieux, quoi, de plus adapté, de plus intelligent, de plus fort. Voilà. Et donc c'est plutôt intéressant. Merveilleux. Frédéric Tadei, un très grand merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Merci pour votre réflexion, votre amour pour le journalisme, et merci de continuer à nous donner goût à l'actualité avec votre émission du samedi et du dimanche soir sur CNews, de 22h à minuit, les visiteurs du soir. Et merci pour votre humanité. Vraiment, merci beaucoup. J'essaye. Merci infiniment. Les amis, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.